Et on a le plaisir de retrouver Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler d'Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République, qui ne vient pas tout seul. Il vient avec une réforme fiscale assez ambitieuse, on peut la qualifier de... Il veut faire bouger les lignes. Il veut faire bouger les lignes. On ne sait pas encore très bien précisément ce qu'il va se passer. Maintenant, on a quand même de plus en plus d'informations. Il y a eu pas mal de déclarations. On avait déjà fait d'ailleurs un point avant les élections sur les perspectives de réforme. Maintenant, on sait à peu près le calendrier et on sait dans les grandes lignes ce qui devrait se passer. Avec une philosophie finalement assez forte, telle que moi je l'aperçois en tant qu'observateur. Il faut relancer, finalement favoriser à nouveau l'investissement en capital. C'est ça qui permet de financer les entreprises et derrière les entreprises, les emplois. Il faut essayer de rééquilibrer, de lutter contre la rente. Donc ça, c'est plus le volet immobilier. Et puis aussi essayer de rééquilibrer le déséquilibre générationnel. Je sais que les retraités qui entendent ça, et il y en a beaucoup qui nous écoutent, n'aiment pas entendre ça. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même nantis par rapport aux plus jeunes générations qui ont plus de problèmes. Et donc il y a cette volonté aussi de rajeunir un peu l'équilibre. La principale orientation est celle qui consiste à faire en sorte que l'épargne, qui est puissante en France, puisse mieux s'orienter en fait vers le financement des entreprises. Donc en fait tout découle de ça. Lorsqu'on analyse les différentes opportunités qui peuvent découler en fait de ce schéma de réforme, mais également l'esprit, la philosophie des réformes, on constate que la pierre angulaire, c'est vouloir orienter un maximum l'épargne vers les entreprises. Comment il fait alors ? Alors premièrement, il va a priori mettre en place une flat tax, donc une taxe commune à l'ensemble des placements, à l'ensemble des revenus du capital. Un niveau unique. Un niveau unique, même si en fait on va voir, par exemple dans l'assurance vie, il est probable que cette flat tax ne concerne que les placements ou les contrats d'assurance vie qui ont une durée qui a dépassé les 8 années. Avant les 8 ans, on sera probablement encore dans le schéma favorable de l'assurance vie, mais avec une hausse de la CSG. On va y revenir. Après, il est probable aussi que mettre en place cette flat tax va permettre aussi à tous ceux qui, par exemple, utilisaient les comptes titres comme une enveloppe fiscale, si tant est que ça puisse en être une, pour intégrer leur placement en bourse, par exemple. Là, les épargnants qui ont un stock important d'épargne, qui sont sur des tranches marginales d'impôt assez élevées, vont probablement profiter en fait, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une TMI de 45%, on dit ce que c'est une TMI. Une TMI, donc c'est la tranche marginale d'imposition, c'est le niveau ultime auquel sont taxés les revenus en fonction de sa situation. Dernière tranche de revenus, oui. Voilà, dernière tranche de revenus. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui a 45%, avec la flat tax à 30%, devrait faire une économie. Par contre, c'est l'assurance vie qui est plutôt dans le viseur, mais en fait, en rentrant un peu dans le sujet, on se rend compte qu'il y a des opportunités à saisir et que si on sait bien prendre les décisions dès aujourd'hui sur son contrat d'assurance vie, sur notamment ses anciens contrats d'assurance vie, on peut au contraire rebondir positivement. Bon, en même temps, on n'a pas tout le détail. On verra aussi au fil des mois comment cela se dessine. Donc, flat tax, pour résumer, à 30%. Hausse de la CSG à 1,7%. On en a parlé beaucoup pendant les législatives. La hausse de la CSG, elle va concerner notamment, donc elle va augmenter d'environ un peu moins de 2 points, entre 1,6 et 1,9%. Sur les contrats d'assurance vie avant 8 ans, ça devrait effectivement avoir un impact, puisqu'aujourd'hui, les prélèvements sociaux sont à un maximum de 15,5%. Là, ils devraient passer autour de 17%. Mais en réalité, donc ça touche plutôt les contrats d'assurance vie avant 8 ans. Au-delà de 8 ans, il y aura la flat tax qui va mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, on sera à 30% pour tout le monde. 30% pour tout le monde. Donc CSG et plus-value. Voilà, CSG et plus-value. Donc CSG s'applique aux revenus en fait de l'épargne, que ce soit les plus-values. Voilà. Donc ça, c'est a priori presque gravé dans le marbre. On peut considérer qu'on peut déjà prendre en compte ce scénario-là pour agir aujourd'hui. Mais en fait, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'en réalité, on arrive finalement après quelques années à la synthèse à laquelle on essaye d'arriver depuis un certain nombre de temps, c'est de dire que en fait, tout ce qui est placement de type fonds en euros, les placements ultra sécurisés sont plutôt en train de vivre probablement leurs dernières années, parce que justement, c'est ça que veut casser en fait le nouveau gouvernement, le nouveau président. Après, il y a eu des tentatives des différents gouvernements précédents, mais il est probable que là, voilà, au-delà d'une réforme un peu plus structurelle, un peu plus profonde. Voilà. Il faut que les Français prennent conscience du fait qu'il faut, pour que son épargne
retrouve une certaine couleur, il faut prendre un minimum de risque. Donc en fait, on arrive à ça. Et en même temps, on y était déjà presque, avec ces rendements qui étaient quasiment au ras des pâquerettes. Ouais. Les Français commençaient à être sensibilisés Tout à à fait. la prise de risque. Donc là, on va juste accompagner ça. On veut que l'épargne des Français aille vers une économie productive et pas une économie dormante. Tout à fait. Là, par exemple, les fonds en euros ont rapporté en moyenne 1,8% en 2016. Les fonds en euros sont clairement dans le viseur de l'équipe Macron. Et donc, a priori, si on prend en compte ces données dont on dispose aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison aujourd'hui pour continuer à rester sur d'anciens contrats d'assurance vie. Et on a plutôt intérêt à en rouvrir de nouveau, à figer les conditions fiscales dès aujourd'hui, avant que la réforme se mette en place. Et là, on sera équipé pour les prochaines années. Donc c'est ça votre recommandation, hein? Ouais. Il faut arbitrer un ancien contrat par un nouveau. Tout à Alors fait. après, tout dépend, j'imagine, aussi de l'ancienneté de ce contrat. Oui, maintenant, c'est vrai que les contrats avant 93 n'ont peut-être pas intérêt à être modifiés, parce qu'ils bénéficient d'un régime vraiment ultra intéressant, mais les contrats qui ont plus de 8 ans aujourd'hui et qui ont, disons, entre 8 et 15 ans, ont intérêt à être sortis, parce que généralement, les fonds en euros sur lesquels sont investis à 80% les Français ne rapportent plus grand-chose. Donc on met ça de côté, on reprend ce cash d'une certaine manière et on le réinvestit dans des nouveaux contrats d'assurance vie de nouvelle génération avec les opportunités que présentent aujourd'hui les contrats. On n'a pas parlé d'ISF, mais là aussi, il veut bouger les lignes. Voilà. Sur l'ISF, en fait, l'objectif est de s'attaquer à la rente immobilière, donc de créer un nouvel impôt sur la fortune immobilière uniquement. Donc là, l'assurance vie va être gagnante, puisqu'en fait, les patrimoines conséquents qui sont aujourd'hui déjà exposés à l'ISF doivent intégrer dans leurs avoirs les avoirs en assurance vie. Demain, a priori, ils pourraient sortir de cette assiette du nouvel impôt. Et donc là, la question qui se pose, c'est que fait-on sur son immobilier classique? Alors la résidence principale, on n'en parle pas, c'est pas un sujet, mais sur l'immobilier de type secondaire, etc., il y a déjà des spécialistes qui évoquent le fait qu'aujourd'hui, avec cet impôt qui va s'attaquer uniquement à l'immobilier, l'immobilier de rente, il y a un risque pour qu'en fait tout le marché d'immobilier secondaire voit les prix baisser. En même temps, il ne va pas y avoir d'augmentation de l'impôt. Ceux qui sont à l'ISF verront au pire leur situation rester la même. Imaginons qu'ils ont un patrimoine à 100% immobilier, ils paieront la même chose. Celui qui avait 80% immobilier et 20% valeur mobilière paiera sur les 80%. Donc il n'y a pas forcément de raison de... Sauf qu'on a l'opportunité éventuellement d'envisager par exemple de convertir, si on veut rester sur une couleur immobilière dans son patrimoine, on peut convertir une partie de ce patrimoine immobilier, l'investir par exemple sur des titres de SCPI. En valeur mobilière donc. Voilà, en assurance vie. Et là finalement, on a un peu le carré magique, puisqu'en fait on a la possibilité de conserver la logique immobilière. A priori, on attend encore de connaître les conditions précises de la réforme, mais c'est probablement vers ça qu'on va pouvoir s'orienter dans les mois qui arrivent. Vous pensez qu'il y aura beaucoup d'arbitrage de la part des épargnants français, beaucoup de mouvements justement suite à ces réformes qui ne sont pas des petites réformes, hein? Non, une fois que ça sera lancé, il est probable qu'il y ait des mouvements. C'est pour ça que nous incitons les épargnants à prendre tout de suite 3 grandes décisions. Alors on les résume. Voilà, c'est retirer un maximum de fonds des anciens contrats d'assurance vie, ouvrir de nouveaux, deuxième recommandation, c'est d'ouvrir des nouveaux contrats plus dynamiques, plus... avant même qu'on ait le détail? Oui, il n'y a pas de raison aujourd'hui. En fait, ça nous encourage à accélérer ce qu'on dit de faire depuis en fait maintenant des années, d'aller sur des nouvelles structures, de nouveaux contrats avec des nouvelles structures, avec des fonds en euros peut-être plus dynamiques et en même temps de nouvelles générations, et en même temps des unités de compte plus modernes. Et ensuite, troisième sujet, c'est vraiment de commencer à envisager de redispatcher de son patrimoine immobilier si on est un peu exposé de façon excessive en immobilier, notamment quand on a des résidences secondaires ou des choses qui sont de l'immobilier de rapport uniquement. Il me manque un point. Donc j'ai bien compris. Fermer mon contrat pépère pour ouvrir un contrat d'assurance vie plus dynamique, rééquilibrer mon portefeuille immobilier, le cas échéant, pour aller vers peut-être aussi un modèle d'assurance vie, enveloppe assurance vie. Il me manque un point? Non, je pense qu'on a... Ah, donc il y avait que 2 points on a tous les points. Le vrai sujet aussi sur lequel on peut se poser des questions, c'est est-ce qu'on conserve ces enveloppes en compte titres? Aujourd'hui, là aussi, fiscalement, il est probable que les comptes titres, l'enveloppe du compte titre soit gagnante avec une flat tax à 30%, mais notre expérience montre que généralement la gestion en compte titre est généralement moins pointue que lorsqu'elle est faite en assurance vie. Et donc là, c'est peut-être aussi l'occasion de se reposer la question de la gestion de son PEA ou de son compte titre. Bon,
Merci pour toutes ces explications, Vincent, hein. On va sans doute suivre ces évolutions dans le détail à mesure que seront publiés les décrets d'application, éventuellement les lois de finances On ou devrait autres. avoir des informations plus précises à la rentrée de septembre. On va en reparler, mais c'est vrai que ça bouge en matière de fiscalité et de patrimoine. Il faudra bien suivre ça de près et on compte sur vous. Merci Vincent, à Avec très plaisir. bientôt.